Bonjour, dans cette capsule, nous allons étudier la première loi de Newton, soit le principe d'inertie. Tout d'abord, un petit rappel sur les effets d'une force sur le mouvement d'un objet. Une force est une modélisation d'une action mécanique, et cette action peut contribuer à maintenir un objet en équilibre ou au repos, elle peut le mettre en mouvement, et elle peut également modifier sa vitesse, sa trajectoire ou les deux à la fois. La première loi de la dynamique, vous l'avez vu en seconde, c'est le principe d'inertie. Cette loi est également appelée première loi de Newton. Donc, nous avons vu que dans un référentiel galiléen, si la somme vectorielle des forces extérieures qui s'exercent sur un solide est nulle, alors son centre d'inertie a un mouvement rectiligne uniforme ou est immobile. Ça se traduit de la façon suivante, c'est-à-dire que si la somme des forces extérieures est égale au vecteur nul, alors le vecteur vitesse du centre d'inertie sera constant, c'est-à-dire que sa direction, son sens et sa valeur seront constants au cours du temps. Un référentiel galiléen est un référentiel dans lequel le principe d'inertie s'applique. Appliquons le principe d'inertie sur un exemple. Donc, considérons une femme qui est en train de tracter une luge sur laquelle un enfant est assis. Et donc, on se pose la question, quelle est la valeur de la force de frottement petit f exercée par la neige sur cette luge, donc qui est tractée par un fil faisant un angle de 30 degrés avec l'horizontale et avec une force de 12 newtons. Le mouvement de la luge est rectiligne uniforme. Alors, avant de commencer un exercice de mécanique, quel qu'il soit, il y a trois choses à faire en premier. Il faut d'abord définir le référentiel d'étude. Donc ici, on prendra le référentiel terrestre. Le système étudié. Donc, on étudie la luge avec l'enfant. On repère son centre d'inertie G, à peu près au centre de l'enfant qui est assis. Et ensuite, troisième point, on va faire ce qu'on appelle le bilan de force. Donc c'est l'ensemble des actions mécaniques qui agissent sur la luge. Alors la première action qui va intervenir, c'est la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre, modélisée par le poids à la surface de la Terre. Le point d'application du poids est le centre d'inertie du système, donc G. Il a donc une direction verticale et est dirigé vers le bas. Deuxième action mécanique qui intervient sur la luge, c'est l'action de la mère qui tracte l'enfant. Donc cette force, cette action sera modélisée par une force de tension. Donc c'est la tension du fil. Le point d'application de cette force, c'est le point de contact entre le fil et la luge, puisque c'est une action de contact. La direction, c'est celle du fil, et le sens, c'est de la luge vers la femme. Troisième action mécanique, c'est la réaction du support, Rn, puisqu'on parle de réaction normale, elle est modélisée par une force perpendiculaire au support, donc ici le support c'est le sol, elle sera donc verticale, dirigée vers le haut, et son point d'application est le centre de la surface de contact, donc c'est-à-dire le centre des patins de la luge. Donc on aura une force qui sera verticale vers le haut. Elle est légèrement décalée là sur le schéma du poids, de façon à visualiser correctement ces forces. Ensuite, dernière action mécanique qui agit sur la luge, c'est les forces de frottement exercées par la neige. Donc ces frottements s'opposent au mouvement. Donc vu que la luge avance de la gauche vers la droite, les frottements seront dans l'autre sens, donc de la droite vers la gauche, horizontale. Et ensuite le point d'application, comme la réaction normale du support, c'est au niveau de le centre de surface de contact entre les patins et la neige. Donc, cette force de frottement partira du même point d'application que Rn. Elle sera horizontale et dans le sens inverse du mouvement. Dans cet exemple, l'action de l'air est négligeable. La luge, donc, a un mouvement rectiligne uniforme. On peut appliquer la première loi de Newton qui nous dit que la somme des forces extérieures est égale au vecteur nul, soit P plus T plus Rn plus F égale au vecteur nul. Les vecteurs n'ayant pas tous la même direction, on ne peut pas les additionner directement. Il faut donc passer par leurs coordonnées. Donc pour cela, il faut définir un repère, G, X, Y, et à partir de là, on va redessiner les vecteurs force à partir d'un seul point
et ici le centre d'inertie. Donc P est vertical vers le bas, T est donc incliné d'un angle alpha égal à 30 degrés par rapport à l'axe X, Rn est vertical vers le haut et F est horizontal dans le sens inverse de l'axe X. Donc à partir de là, on va pouvoir établir les coordonnées de chacun des vecteurs et additionner ensuite leurs coordonnées selon l'axe des X et selon l'axe des Y. Tout d'abord, définissons les coordonnées du vecteur poids, donc Px, Py. Si on projette le vecteur P sur l'axe des X, sa coordonnée est nulle, puisqu'il est vertical, donc il a une seule coordonnée selon l'axe des Y qui est négatif, et on sait que le poids, c'est le poids sera égal à m fois g, où m est la masse du système, et g est l'intensité du champ de pesanteur. Maintenant, les coordonnées du vecteur tension, donc la tension du fil, donc il faut qu'on définisse Tx et Ty. T est incliné d'un angle alpha qui est égal à 30 degrés, donc il faut travailler avec les projections du vecteur T sur les axes X et Y. Donc Tx, c'est sa projection sur l'axe des X, donc il faut utiliser la trigonométrie, et on sait que le cosinus de l'angle alpha, c'est l'adjacence sur l'hypoténuse, soit Tx sur T. Donc Tx sera égal à T cos alpha, ce qui nous permet donc de trouver sa coordonnée. Et de la même façon, Ty, c'est la projection selon l'axe des Y, et donc il faut utiliser cette fois-ci le sinus, et donc Ty sera égal à T sinus alpha. Les deux étant dans le sens positif de l'axe des X et de l'axe des Y, ça nous fait que Tx égale à plus T cos alpha et Ty est égal à plus T sinus alpha. Pour le vecteur Rn, qui lui est vertical vers le haut, sa coordonnée selon X est nulle, et selon Y, elle est égale donc à la valeur du vecteur réaction normale, soit Rn. De la même façon, le vecteur F a une coordonnée unique selon l'axe des X, il est en sens inverse, donc on obtiendra moins F, et F de Y sera égal à 0. On peut ensuite appliquer le principe d'inertie sur l'axe des X et l'axe des Y, ce qui nous revient à avoir Px plus Tx plus Rnx plus Fx égale à 0, et là, on obtient la même chose sur l'axe des ordonnées. Soit T cos alpha moins F est égal à 0, et moins Mg plus T sin alpha plus Rn est égal à 0. Pour déterminer donc la force de frottement, on utilise la projection sur l'axe des X, donc on obtient que F est égal à T cos alpha. On remplace par les valeurs numériques, donc F sera égal à 12 fois cosinus de 30 degrés. Attention à bien régler votre calculatrice en degrés, et on trouvera une force de frottement égale à 10 newtons. Sur un exemple, nous avons donc vu comment appliquer la première loi de Newton. À bientôt pour une nouvelle capsule.